bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, portrait d'une génération, portrait que nous allons tracer avec l'invité du Grand Oral, Julien Dufresne-Lamy, auteur de la série littéraire Darling, qui vient de sortir chez Actes Sud Junior. L'anti-sèche d'Amal Laoui, l'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, c'est la journée mondiale des parents. Eh bien, on va parler du rôle et de la place des parents d'élèves. À quelques jours des écrits de philosophie, on fera une récré philo. Qu'est-ce qu'une bonne copie? À quoi ressemble-t-elle? Vous allez voir, c'est pas si barbant que ça en a l'air. C'est du moins le point de vue de ce professeur rencontré sur les réseaux sociaux. Et puis, comme tous les mercredis, on poussera la porte de l'infirmerie pour retrouver notre psy et chroniqueuse Sophie Marinopoulos. Elle va nous parler aujourd'hui du look des adolescents. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. Alors, il y a le Club des 5, il y a les 6 compagnons, il y a le Clan des 7 et on vous présente aujourd'hui Darling. Darling, c'est une série en 4 volumes autour d'une bande d'une douzaine ou une quinzaine d'adolescents. Et comme leurs glorieux prédécesseurs, ils sont confrontés à des questions qui les concernent et dans une certaine mesure les dépassent. Ils vont pourtant tenter de résoudre les problèmes et quasiment tout seuls. Série publié chez Actes Sud Junior, co-signé Charlotte Herly et Julien Dufresne-Lamy. Julien, qui est l'invité de notre Grand Oral, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors je dis qu'il vient de sortir, c'est pas tout à fait exact en fait, c'est-à-dire que les tomes printemps-été viennent de sortir. Absolument. Et comme c'est en 4 saisons, les 2 précédentes étaient déjà sorties un petit peu plus tôt. 4 volumes, 4 saisons, mais on peut les lire, on retrouve les mêmes personnages, mais on peut les lire de façon autonome. Oui, on n'avait pas envie de prendre en otage le lecteur et de faire une sorte d'anthologie avec des volumes très indépendants les uns des autres, avec des personnages qui sont récurrents, mais qui ne sont pas les personnages forcément principaux qui viennent vraiment acter l'action. Ouais, le personnage principal peut devenir un personnage secondaire de l'épisode suivant. Une série qui s'appelle Darling. Darling, clin d'œil à l'amour. Au rapport amoureux, qui est très central dans l'adolescence, oui, absolument. Et il y a toujours une petite intrigue amoureuse à l'intérieur. Si on résume les intrigues, elles ont toujours trait à des sujets qui d'ailleurs parfois font l'actualité. Dans Été, on le voit en ce moment, c'est ce qui peut se passer pendant les fêtes, la nuit, avec des adolescents qui peuvent se faire droguer. Oui, absolument. Oui, les free parties, et puis surtout cette idée de challenge sur Internet pour un peu plaire au plus grand nombre. Printemps, c'est le cyberharcèlement. Et les 2 premiers parlaient aussi de catfishing, de YouTube. En fait, tous les livres racontent un rapport à la virtualité et aux réseaux sociaux. Et tous les livres sont écrits en mélangeant une part tout à fait classique de récits, de dialogues. Là, on est dans les formes romanesques traditionnelles. Et puis, j'essaye de vous en... Voilà, je tombe tout de suite dessus. Ah ben voilà, mais on le voit même à l'écran, ils sont extraordinaires en régie. Et effectivement, beaucoup d'échanges qui sont des échanges sur les réseaux sociaux. Comment vous avez appris, parce que vous êtes tout jeune, Julien, mais on ne va pas se raconter l'histoire, vous n'êtes plus tout à fait adolescent. D'où vous parlez leur langue ? Je crois que c'est le rôle de l'écrivain d'observer, d'écouter. J'étais professeur pendant quelques années et c'est vrai que ça m'a quand même servi, ça m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, j'avais des élèves qui m'ont tellement fasciné que certains sont devenus des personnages de romans. C'est pas vrai. Oui, absolument, dans d'autres livres. C'est dangereux d'être votre élève. Je pense que certains sont pas super sympas quand même. Non, mais voilà, des facettes de personnalité ou des prénoms originaux. Et je voulais, avec Charlotte, que Darling montre aussi cette part-là de la modernité, de la virtualité, que les conversations aujourd'hui, orales ou à l'écrit, montrent une autre façon d'être romanesque, d'être tragique. Et c'est vrai que les conversations sur Instagram ou sur WhatsApp sont une autre littérature. C'est un roman, entre autres en émoji, c'est un roman où on a la petite attente, les 3 petits points qui montrent le temps d'attente de la réponse, l'autre écrit, le cœur bas pendant ce temps-là. Une bande qui est complètement de son temps et qui... Est-ce qu'elle pourrait vraiment... Alors vous la situez du côté de Bordeaux ? Oui. Est-ce qu'elle pourrait vraiment exister ? Parce qu'alors il y a tout. Il y a des élèves très bourgeois, il y a des élèves de milieu populaire. Vous avez recréé une sorte de collège unique, ou de lycée idéal. L'idée, c'était pas évidemment de s'isoler dans une case, c'était de vraiment livrer de façon très globale l'adolescence avec un grand A, sans être dans une caste ou dans une autre. Pareil pour les âges, c'est très très flou, on voulait pas les situer ni au collège ni au lycée, pour une question de lecteur, pour ne pas se dire un collégien, est-ce qu'il est trop jeune pour les lire, ou à l'inverse, est-ce qu'on n'est pas trop âgé. On voulait faire quelque chose d'assez universel. Eh ben, vous avez formidablement bien réussi. On va continuer à en parler dans la suite de l'émission. Mais si vous voulez bien, pour l'instant, c'est l'heure de l'anti-sèche. Et on va retrouver des personnages qui sont assez peu présents, en tout cas dans Printemps et dans Été. J'avoue un oubli pour ce qui est d'automne et d'hiver, c'est les parents. Il n'y a pas de... Ils sont en filigrane. Oui, voilà, il n'y a pas de parents. Allez, vous les parents. Eh bien, heureusement, les parents ont leur journée mondiale. Et c'est le sujet de l'anti-sèche d'Amal Laoui. On y va.
Amal, bonjour. Bonjour, Emmanuel. On va les venger. Journée mondiale des parents. Alors, j'avoue que je ne savais même pas que ça existait. Oui, moi non plus. Ah bon, d'accord. On découvre plein de choses en faisant cette émission. La Journée mondiale des parents est célébrée chaque année le 1er juin. Elle a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 2012. Oui. Tout ça est très sérieux. Une journée qui met à l'honneur les parents dans le monde entier et qui rappelle aussi les responsabilités parentales. Alors, depuis les années 80, le rôle de la famille a de plus en plus retenu l'attention de la communauté internationale. L'Assemblée générale a adopté plusieurs résolutions et proclamé l'année internationale de la famille en 1994 et la journée internationale des familles. Alors le 1er juin, dans certains pays, c'est aussi la journée de l'enfance célébrée dans les anciens pays communistes, en particulier en Chine où ce jour-là, les enfants n'ont pas classe mais défilent dans les rues. Voilà, 2 journées en une. Je ne vais pas dire aux Chinois que vous avez dit ancien parti communiste, parce que ça, c'est une sorte de jugement, parce que quand même, le parti communiste chinois existe toujours, il se porte bien même. Bon, ancien bloc soviétique. Oui, voilà. Objectif de cette journée, mettre les parents du monde entier à l'honneur. En fait, c'est aussi les rappeler à leurs responsabilités. Oui, le site de l'ONU rappelle que la responsabilité première des parents a toujours été de prendre soin des enfants, de les protéger et d'assurer le développement harmonieux de leur personnalité. Alors la famille doit garantir un climat de bonheur, d'amour et de compréhension pour permettre aux enfants de mieux grandir et d'affronter l'avenir. Cette journée mondiale rend hommage au dévouement des parents, à leur engagement et leur sacrifice pour assurer l'avenir de leurs enfants. Il y a une catégorie très particulière de parents qu'on connaît bien à School, c'est le parents d'élèves. Parents d'élèves et donc, le rôle et la place des parents d'élèves à l'école sont reconnus et leurs droits sont garantis par des dispositions réglementaires énoncées dans le Code de l'éducation. Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers un droit d'information sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de réunion qui s'exerce dans le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de participation par leurs représentants membres ou non d'une association élue ou désignés pour siéger dans les instances des écoles et des établissements scolaires. Voilà, tous droits qui sont garantis. Oui, le suivi de la scolarité par les parents implique qu'ils soient bien informés des résultats, mais également des comportements scolaires de leurs enfants. Et parmi les dispositifs mis en place, des réunions, je l'ai dit, sont organisées à chaque début d'année pour les parents d'élèves, nouvellement inscrits avec le directeur d'école et le chef d'établissement. Des rencontres parents-enseignants doivent être organisées au moins 2 fois par an. Les parents doivent être informés régulièrement sur les résultats et les comportements scolaires de leurs enfants. Et l'école est dans l'obligation de répondre aux demandes d'information et d'entretien présentées par les parents. Et les parents d'élèves peuvent même former des grandes équipes, des grandes familles. Ce sont les associations de parents d'élèves. Oui, les parents d'élèves sont pleinement associés à la vie de l'école et de l'établissement scolaire, notamment en participant par leurs représentants au conseil d'école et aux différentes instances des établissements scolaires. L'importance du rôle des associations de parents d'élèves est reconnue. Les associations de parents d'élèves disposent du droit d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels d'action, de diffuser des documents permettant de faire connaître leur action, d'intervenir pour les organisations représentées au Conseil supérieur de l'éducation, au Conseil académique et au Conseil départemental de l'éducation nationale dans toutes les écoles et tous les établissements d'enseignement public. Merci beaucoup, Amal. On pourrait dire que c'est l'hommage du vice à la vertu, puisque l'école républicaine, c'est vraiment partie construite contre les familles. Mais voilà, maintenant, elle essaye de les faire revenir. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. On va parler philo. À tout à l'heure. Allez, suite du grand oral. On retrouve Julien Dufresne-Lamy. L'adolescence dans tous ses états dans le grand oral de la quotidienne avec donc Julien Dufresne-Lamy, co-auteur avec Charlotte Erlich de la série Darling, c'est chez Actes Sud Junior, portrait d'une génération. Qu'est-ce qui vous frappe, qu'est-ce qui vous touche, vous, dans cette génération ? Tellement de choses. Peut-être la première, ce serait ce qui m'a toujours un peu ébloui, c'est leur capacité à s'affranchir. Et je trouve que la jeune génération, se dit être beaucoup plus singulière, beaucoup plus unique, beaucoup plus engagée au niveau de l'écologie, du féminisme, de la société. Par rapport à la vôtre, par rapport à la mienne, par exemple. Je me suis moqué tout à l'heure, mais en fait, vous étiez ado il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Il y a quand même 20 ans maintenant, mais oui, voilà, c'est quand même déjà un peu derrière moi. Ouais. Mais je trouve il y a que 40 ans, donc c'est pour ça que ça va. On est 2 générations différentes. Voilà. Mais je crois que l'adolescence, toujours, c'est l'âge des possibles. De se dire, voilà, on quitte l'enfance, on n'est pas encore adulte et on se cherche, et on cherche un danger, on cherche une voie, on cherche une allure, une place. Donc je trouve que c'est très, 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 très touchant. Il y a 20 ans, vous étiez ado, donc en fait, les réseaux sociaux n'existaient pas. Non. L'iPhone non plus. Non. Donc vous êtes encore de cette génération d'avant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça joue un rôle comment dire, que ça accroît
que c'est une espèce de focale. Absolument. Ouais. C'est d'ailleurs le point de départ, vraiment, quand on s'en est parlé avec Charlotte, d'écrire un livre ensemble. Tout devient hyper intense, absolument, hyper immédiat, hyper fort. Et puis une pression permanente. C'est ça. C'est-à-dire que les histoires, comme moi j'étais adolescent, s'arrêtaient à la grille du lycée ou du collège, quand aujourd'hui, avec les réseaux, ils se couchent et ils se réveillent en fait, avec leurs histoires, avec leurs rumeurs, avec leur réputation et leur pression à être quelqu'un et à être jouer un rôle. Et donc ça, c'est pour moi assez inimaginable et j'ai eu envie finalement de le retranscrire avec Charlotte dans un livre, de montrer presque ce burn-out et cette injonction à prétendre être quelqu'un pour plaire au plus grand nombre. Ouais, c'est assez fou. Moi, mon sentiment en vous disant, c'est de me dire c'est beaucoup plus dur d'être ado aujourd'hui que ça n'était de mon temps. Je crois aussi, moi. À cause de ça. Oui, bien sûr. Déjà, c'est compliqué de se trouver soi-même et de se respecter. Ouais. Et alors, dans les phénomènes que vous avez identifiés, il y a quoi? Alors, il y a les comptes fichas. Enfin, tout ce qui est se faire afficher sur Internet, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. Le nude, le harcèlement. Oui, les photos intimes, le harcèlement, bien sûr. Le catfishing, lorsqu'on prétend être quelqu'un d'autre sur Internet pour venir un peu attirer l'attention. C'est ce que font les prédateurs ou même certains clans terroristes, mais c'est aussi ce que font les adolescents, de mentir sur leur identité ou sur leur âge ou sur leur physique ou pour plein de choses. Et ils grandissent avec cette idée que c'est pas très grave et qu'on n'est pas responsablement tenu de ça, alors que c'est quand même un délit grave. Donc oui, c'est vraiment une série qui parle de toutes les déviances possibles, mais aussi on n'avait pas envie non plus de montrer du doigt comme ça de façon un peu moralisatrice. Internet, c'est aussi un vortex qui peut être très positif et qui peut au contraire dans certaines communautés, pour certaines différences, être permettre d'exister, un lieu de solidarité, un lieu de communauté. Absolument. Vous les sauvez quand même, hein, parce qu'alors dans Printemps, il y a Douizil, qui est le footballeur du coin, qui tombe toutes les filles, qui est un prédateur. Oui, c'est un prédateur. Un prédateur, qui à peine a-t-il obtenu ce qu'il souhaite, les affiches. Et ensuite, donc elles sont humiliées et il s'en va. Mais on le retrouve dans Été, puis finalement, il a été vaguement pardonné quand même, non? Je crois qu'il a un chemin de croix un peu parce intérieur. Parce que c'est vous qui écriviez son personnage, c'est ça? Vous avez dit à Charlotte, non, il faut que tu me le sauves. Alors, j'ai écrit le personnage à chaque fois, et c'est vrai que moi, j'aime bien ne pas être trop sentencieux quand j'incarne un personnage pendant des mois, de me dire, finalement, chacun a une droit aussi. On n'est pas tous noirs ou tous blancs, et cette idée de déviance, de faire des choses. Et donc il fait circuler des photos intimes de jeunes filles et oui, ça se fait vraiment pas. Finalement pour sa réputation le fait de plus en plus pour montrer qu'il est un peu le plus grand don Juan de l'établissement. Mais la fin de ce tome-là est assez difficile et assez violente pour lui. Je pense que c'est une remise en question suffisante pour pouvoir prétendre à un autre visage, à une autre voix pour lui. Vous étiez quel type d'ado? Je n'étais pas de Douizil en tout cas. J'étais un adolescent assez sans histoire, c'est-à-dire plutôt. Ça n'existe pas. Oh si, il y en a plein d'adolescents sans histoire, bien sûr. Oui, on se raconte les histoires. Ceux qui ne déclenchent pas d'histoire. Ceux qui se fondent un peu dans le décor, qui réussissent à avoir de bonnes notes et qui ont un peu un quotidien assez banal. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire pour la jeunesse, parce que vous n'écrivez pas seulement pour les jeunes, mais entre autres pour les jeunes? Oui, j'ai commencé effectivement à écrire pour les adultes et je continue à écrire en littérature générale, mais j'aime beaucoup écrire j'ai toujours besoin de cet équilibre-là, de jongler d'un univers à l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'en écrivant des histoires pour adolescents et de la young adulte, qu'il y a un champ des possibles, que tout est possible. Et puis évidemment, de s'adresser à un lecteur qui demain sera celui qui pense, qui vote. Je trouve que c'est un rôle hyper noble. On sent le prof qui se met en haut. Non, et puis vous l'avez été enseignant. Je l'ai été enseignant, oui, bien sûr. Non, mais voilà, je trouve que c'est à cette époque-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, où on se construit, on apprend donc ses propres valeurs, ses propres principes. Et la littérature, quand on est adolescent, elle peut vraiment à la fois nous sauver, nous éduquer, nous éclairer sur plein de choses. Elle permet de sublimer et de raconter des choses. Ouais. Julien, on se retrouve après la récré? Nous, on fait des récrés ici. Très bien. Et c'est à mal, évidemment, la récré. Et nous sommes à 14 jours. Du bac philo. Ça me fait peur, là, vous me mettez la pression, mais c'est pas moi qui le passe. Ouais. Non, mais j'ai quelqu'un d'assez proche qui le passe. Bac philo donc, et vous avez dégoté un professeur qui explique comment construire une bonne copie, Amal. Oui, et ce professeur de philo nous explique tout ça en rappant, et ça se passe sur TikTok, regardez. Ok. Vous avez ramené vos copies, là. Il y a des petits problèmes sur la méthode. Donc je me suis dit qu'on pourrait revoir ça, ok?
qu'est-ce qui fait une bonne copie? Je prends 3 minutes pour vous l'expliquer. La philosophie, ce n'est pas compliqué. Allez, balayons tous les a priori. Le problème est la clé de toutes les solutions. Prendre le temps de bien l'identifier. Tourner la question dans tous les sens. Tenter d'y répondre avec simplicité. Voir le paradoxe et l'ambiguïté. Au-delà des apparences, il faut creuser. La réponse la plus simple, même celle d'un enfant, contient toujours une part de vérité. Ouais. Non, il faut pas faire ça, Emmanuel. C'est un petit peu ringard. Mince. On la refait, on arrête tout, on coupe le... On coupera au montage. On coupera au montage, voilà. On peut pas, on est en direct. Ah, bon, les épreuves de philo qui auront donc lieu le 15 juin. Oui, et on le sait, apprendre en musique est un excellent moyen de stimuler son cerveau et surtout sa mémoire. Alors on peut réviser la philo en musique. Il y a par exemple un site qui s'appelle Philosong et qui propose d'apprendre la philo en chanson. Alors cette technique pédagogique permet d'apprendre la philo au travers de différents styles musicaux. Il n'y a pas que le rap, il nous propose le reggae, le slam et d'autres styles. En plus des citations célèbres, il y a aussi des présentations de philosophes classiques qui sont donc au programme. Et les chansons proposent aux élèves d'apprendre aussi des dissertations. On peut aussi réviser la philo grâce à des jeux. Vous vous souvenez, on avait reçu dans cette émission un prof de philo qui avait créé... Formidable, oui, un jeu, société, absolument. Il y avait des cartes, etc. Oui, on avait joué. Ouais. Philo-défi. Philo-défi. Vous étiez extraordinaire. Vous aussi, vous aussi. Oh, non. En tout cas, on le rappelle, la philosophie est au programme depuis la création du baccalauréat en 1808, matière donc enseignée en classe de terminale générale et technologique, qui vise à développer chez les élèves le souci de l'interrogation et de la vérité, l'aptitude à l'analyse et l'autonomie de la pensée. C'est beau. C'est beau. Son but est de permettre à chaque élève de s'orienter dans les problèmes majeurs de l'existence et de la pensée. Et la pratique de la philosophie eh bien, stimule la réflexion, incite à l'analyse, contribue à la formation du jugement et favorise l'accession à l'autonomie. Bonne chance aux bacheliers. Mais je ne sais pas, trouver autre chose. Bon, d'accord. Merci Amal. À bientôt. À bientôt. On retrouve le grand oral. On parle plus lettres que philo. Encore que ça n'empêche pas de réfléchir. Julien Dufresne-Lamy. Le printemps, les premiers rayons de soleil, les corps se dévêtissent, les hormones s'affolent. Eva, une adolescente sérieuse, certains diraient coincée, change brusquement de style et commence à exister sur les réseaux. Pourquoi ce changement? Pourquoi jette-t-elle son dévolu sur le garçon le plus fat de son entourage? C'est le point de départ du 3e opus, c'est donc Printemps, de la série Darling, dont on accueille le co-auteur Julien Dufresne-Lamy. Vous, quand vous étiez ado, puisque vous parliez du fait d'écrire pour les ados, qu'est-ce que vous lisiez? De la littérature? Alors on ne disait pas young adulte à l'époque, c'est une catégorie inventée par les éditeurs d'ailleurs, pour dire les choses, qui est apparue il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Aux États-Unis, oui, bien sûr. Moi, je lisais un peu de tout. Évidemment, on lisait ce qu'on nous donne à lire aussi à l'école. Au lycée, au collège, là. Et c'est vrai que c'était pas forcément de lire à 15 ans Le Rouge et le Noir, par exemple, qu'on impose encore aujourd'hui au bac de français de première. C'est pas forcément, je trouve, la meilleure porte d'entrée pour la littérature. Pourquoi? Parce que c'est un roman de 700 pages sur une éducation amoureuse entre un précepteur et une jeune femme, un peu plus âgée. Il n'y a pas beaucoup de modernité. Alors on peut adorer Stendhal, mais en tout cas, moi, ce que j'aime dire et ce que j'aime dire aux lecteurs, c'est que quand bien même un livre ne vous plaît pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la littérature, vous n'avez pas trouvé le bon livre. Donc moi, je lisais vraiment de tout. J'aimais beaucoup, je crois, les livres de Marie Aude-Muraille, je me souviens. Oui. Marie Aude-Muraille, grande auteure jeunesse, absolument. Un de mes livres préférés. Qui pourtant fait des pavés, elle. Donc c'est pas la question. Enfin, il y en a des très courts, mais elle a fait des séries. Oui, elle a fait des séries un peu plus épaisses, effectivement. Et puis non, moi c'était assez périodique, en fonction des humeurs et des goûts du moment. Les ados d'aujourd'hui, ceux qui vous lisent et que vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils vous disent sur Darling? C'est quoi le retour? Est-ce qu'ils ne sont pas surpris déjà de trouver finalement leur vocabulaire, leur univers dans un livre? Ça les fait toujours un peu sourire. Et ils aiment toujours aussi un peu préciser ce mot-ci, ce mot-là, on ne le dit pas exactement comme ça. Et j'explique, oui, bien sûr, mais moi je parle en votre nom. C'est presque une recherche sociologique finalement, de recherche stylistique, de lexique. Et je peux pas être tout le temps, on peut pas être tout le temps dans la pure vérité, dans la justesse. C'est de la littérature, donc il y a forcément une transposition qui est faite. Mais généralement, ils s'y retrouvent bien sûr dans cette idée-là de comment rechercher une place dans un groupe, à cet âge où vraiment comme ça tout est un peu paraît bancal, un peu précaire. Après, ils sont toujours un peu secrets quand même. Donc, quand on les rencontre, ils sont évidemment un groupe de classe avec leurs professeurs. C'est plutôt après les rencontres, après les ateliers qui viennent se confier, où ils m'ajoutent sur les réseaux sociaux et après on continue de discuter.
Et vous en profitez pour enquêter sur leur vocabulaire. Quoi qu'encore, je parierais volontiers qu'à vous, ils écrivent comme on écrit un adulte. Parce qu'en fait, ils ont une aptitude extraordinaire à moduler le... Ça s'adapter, bien sûr. Oui, voilà. Et puis la posture peut-être aussi de l'auteur, où ils ont pendant des années cru qu'un auteur c'était mort d'abord pour commencer. Voilà, c'est mort, exactement. Et donc de voir un auteur assez jeune, ils sont toujours d'abord un peu étonnés. C'est vrai que ça crée tout de suite une proximité agréable. Ouais. Et alors ça, c'était l'entrée dans la littérature pour vous. L'entrée dans l'écriture, ça s'est fait entre autres grâce à un concours de nouvelles. Oui. Vous avez 22 ans. Oui, j'ai 22 ans, je devais être notaire, donc rien à voir avec la littérature. Vous, pardon? Je devais être notaire, j'ai fait droit pour être D'accord. notaire. Et par parce que hasard... les études de droit, c'est pas forcément pour devenir notaire. Non, mais donc c'est quelqu'un, vous avez mis l'idée dans la tête. J'étais spécialisé, j'étais en master de notariat. Extraordinaire, qu'est-ce qui vous a tiré là-dedans? J'aime beaucoup le monde juridique. Enfin, c'est des grandes histoires aussi, finalement. C'est le secret d'histoire de famille. Notaire, c'est le... Ah bah c'est ça, et moi j'écris beaucoup c'est le juriste des secrets de famille. Exactement. Peut-être que vous venez enfin de trouver le lien que je cherchais depuis des années, mais c'est ça, c'est la famille. Ce sera 90 €. Parce qu'on paye les séances, maintenant il n'y a pas de raison. Mais non, mais voilà, par hasard, il y a ce concours. Et puis moi, j'écrivais, déjà j'avais un site sur les séries télé, le cinéma, j'écrivais des piges aussi dans certains journaux. Donc j'aimais l'écriture, mais pas une écriture finalement imagée, imaginative, littéraire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et en écrivant cette nouvelle, ça ne m'a plus jamais quitté. Je me suis dit, voilà ce que je veux faire toute ma vie. On n'apprend pas à écrire à l'école, au collège, au lycée. C'est pas un peu dommage? Parce que c'est quand même une façon de dépasser. Absolument. Ouais. Ou alors quand on leur apprend à écrire, c'est dans les cas d'exercice un peu de rédaction, c'est écrire à la manière d'eux, continuer l'histoire de la pièce de Molière. Et c'est dommage parce que l'écriture, c'est avoir sa propre voix, sa propre musique. Ouais. Et moi qui fais beaucoup d'ateliers, j'en faisais en tant que professeur et maintenant on fait appel à mes services entre guillemets en tant qu'écrivain. Donc je me déplace un peu partout en France pour animer quelques ateliers d'écriture. C'est vrai que c'est la première chose que je leur dis, que finalement l'écriture c'est sa propre pensée, c'est mettre en mots finalement ce qu'on ressent, ce qu'on pense de l'autre, du monde. Ouais, et puis il n'y a pas de bonnes notes, de mauvaises notes. Exactement. On se raconte. Ouais. Julien Dufresne-Lamy, co-auteur avec Charlotte Herly de cette série Darling. Il est beaucoup question du look des ados, de comment ils s'habillent. C'est quand même une autre de leurs grandes affaires. Si vous voulez bien, on va retrouver Sophie Marinopoulos. Sophie Marinopoulos, c'est c'est pas notre psy à nous. Elle est psy formidable. C'est notre chroniqueuse de l'infirmerie. Et on va pousser la porte de l'infirmerie à l'instant. Sophie Marinopoulos, elle va parler du look des adolescents. Bonjour à toutes et à tous. Et si aujourd'hui on abordait la question du look de nos adolescents. Alors ça peut paraître un sujet un peu léger au départ, mais on s'aperçoit assez rapidement que quand les enfants arrivent à la fin de l'enfance, on n'est même pas encore engagé sur l'adolescence, que le début de la contestation sur le look, sur les vêtements que papa et maman choisissent précieusement, commence à faire conflit. Alors bien entendu, les parents n'aiment pas ça, mais il me semblait important peut-être de valoriser cette période de leur vie parce que c'est un temps d'affirmation de soi et que c'est important que les enfants, nos enfants, puissent s'engager vers une construction de leur identité en affirmant un petit peu ce qu'ils ont envie de renvoyer de leur image. Donc ça, c'est la dimension positive. Alors, le look, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, je parlais de construction, je parlais de mouvement vers sa propre identité, sa personnalité. Le look représente cette recherche, cette quête, ce tâtonnement vers finalement qui suis-je? Et le look répond à cette question qui suis-je? Et puis en même temps, qui suis-je parmi les autres? Qui suis-je avec les autres? Et c'est là où la mode rentre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on veut être à la fois différent, singulier, avoir son identité personnelle, donc son look, mais en même temps, on veut pouvoir aller dans le groupe, être accepté dans le groupe, et les questions d'intégration et la mode, qui peut parfois d'ailleurs rendre les parents un petit peu énervés quand il faut acheter telle ou telle marque, vient signifier que oui, ça parle de soi avec les autres, de soi et des autres. Donc c'est quand même un moment de la vie particulier, et même si c'est un moment qui échappe aux parents, pour autant, c'est important de pouvoir le prendre en compte, de pouvoir le considérer et de se dire que oui, il y a de la contestation, mais en même temps, il y a de la construction. Contestation, construction, le look évoque ce moment de la vie. Il est plutôt, on va dire,
positif. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, quand on plonge dans nos photos, qui n'a pas fait l'expérience? Allez, je pourrais presque dire 100% d'entre nous, on a un jour plongé dans la boîte et tout d'un coup a surgi la photo quand on était adolescent et là, on se dit non mais c'est pas possible. Et on m'a laissé sortir comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on voit bien, ça signe que c'est un temps. Et vous savez, déjà vers 25 ans, on commence à se moquer de son look quand on avait 15 ans. Donc ça vient très très vite, cette observation critique de soi, mais qui parle d'un moment, d'une construction et qu'il ne faut pas rejeter. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire pour supporter, pour accepter? Il faut quelques grammes de patience, beaucoup de tolérance, pour pouvoir, se dire, mon enfant, celui que j'accompagnais dans ses choix, aujourd'hui, il a envie de s'en dégager, il a envie de devenir lui-même, il a envie de quitter l'image de chacun, de la famille, il a envie quelque part de se différencier à sa manière. Et ce look nouveau, eh bien aussi, c'est une histoire qu'il est en train de construire, qu'il faut pouvoir accepter, accompagner. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Il peut y avoir aussi une observation du parent, un conseil. Aller dire que là, cette image de toi, je trouve que ça ne te met pas en valeur. C'est-à-dire avoir un avis. On n'est pas obligé de se laisser malmener par le look de son jeune, mais juste avoir bien en tête que c'est important que le jeune se plaise pour pouvoir participer à sa vie d'adolescent, à s'intégrer dans cette vie d'adolescent et de se sentir bien avec lui-même et avec les autres. Voilà, c'est vraiment le cœur de Darling finalement. Qui suis-je parmi les autres, avec les autres? Et cette question du look, elle vous occupe aussi beaucoup dans le... Vous les imaginez, tous les personnages? Parce qu'en fait, la construction, je ne l'ai pas dit, mais c'est des romans, on pourrait dire chorales, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois un personnage qui s'exprime. Ouais. Oui, qui prend prend la parole. Qui prend la parole. Point de vue sur ces trois monologues un peu construits voilà. De façon assez inextricable. Et c'est vrai que l'apparence, évidemment, c'est un peu comme leur présence sur Internet. C'est une carte d'identité pour le groupe, pour le collectif. Évidemment, il faut accepter que cette apparence évolue au fil des âges, au fil des changements de personnalité, des constructions. Je crois qu'on ne s'habille pas de la même manière quand on a 12, 15, 18 ans. Déjà, on a quand même une période quand même si restreinte. Ah bon? Ah, c'était ça? Ah mince. Non, on n'avait pas tout dit à l'époque. Pardon. Donc voilà. Ouais. Look qui a une importance absolument considérable. Prochain projet, Darling, c'était 4, c'est fini. Oui, c'est déjà la petite bande, c'est terminé. 3 ans d'écriture, c'était déjà une belle gageure quand même d'écrire 4 livres à 4 mains. Vous êtes brouillé ou pas alors avec Charlotte? Pas du tout. Non. Eh bien, pas du tout. Bon alors. C'est vrai que je ne connais que des auteurs qui se sont brouillés après avoir écrit des livres à 4 mains, parce que c'est vrai que l'écriture c'est une activité très solitaire, mais on a été très bienveillants l'un avec l'autre. Extraordinaire. Merci beaucoup. Les prochains projets? J'ai un roman qui sort sur des enfants à la rentrée littéraire qui s'appelle Les Bienheureux, c'est chez Plomb, et ça raconte une trajectoire de 0 à 18 ans d'enfants qui sont atteints d'une maladie rare qui s'appelle le syndrome Williams-Boren. Qui consiste en... C'est une forme de handicap mental, mais qui est pour autant que moi j'ai rendu positif, parce que ces enfants sont tous atteints de l'oreille absolue, ils sont très très doués pour la musique, ils sont très hyper sociables, très très aimants, ils aiment autant leurs parents que la boulangère, que le chauffeur de bus, malgré évidemment les déficits intellectuels, des cardiopathies généralement très sévères à leur naissance. J'avais envie de montrer, d'écrire un livre sur la différence, montrer que la maladie peut être pas qu'une parenthèse dans la vie, mais une vie tout entière, et que finalement, qui est-ce qui marche différemment, qui est-ce qui court, est-ce que ce sont eux, ces handicapés, ou est-ce que c'est nous? Donc rendez-vous fin août en librairie, et ce sera chez Plomb. On redonne le titre. Les Bienheureux. Les Bienheureux. Qu'est-ce qui fait que c'est un livre pour adultes et pas pour enfants d'ailleurs, enfin pour ados? La frontière est toujours très compliquée à déterminer. Ouais. Oui, moi je me pose toujours la question de savoir à quel public je vais m'adresser. En gros, si on a aimé Darling et qu'on est ado, on peut lire Les Bienheureux. Absolument. Ouais. Génial. Merci beaucoup, Julien Dufresne-Lamy, de nous avoir rendu visite sur la quotidienne de School TV. Darling, je le rappelle, 4 volumes. Je monte printemps parce que c'était sur le harcèlement sur les réseaux. On en a beaucoup parlé dans cette émission. J'aurais pu montrer été, qui est aussi sur des questions de réseaux sociaux, et sur la GA.
GHB, la drogue. Amal, merci beaucoup pour la petite leçon de rap, de look, de toutes ces choses-là. Et merci à toute l'équipe pour ses bons conseils et son travail au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, et puis en régie au son, Saïd Mamou, à la réalisation, Romain Luc. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.